Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. On va parler santé ce matin avec deux personnalités, pas les moindres. D'abord, la ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume, accompagnée de la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, Dr Carissa Etienne, que l'on accueille avec plaisir à cet espace ce matin. Et nous saluons aussi la présence du docteur Jean-Luc Poncelet, qui représente l'OPS-OMS et qui va nous aider à traduire de façon spontanée les différentes questions ou encore réponses du docteur Carissa Etienne. Encore une fois, madame, monsieur, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et d'entrée de jeu, on commence d'abord avec la ministre. Madame la ministre, bonjour. Vous nous avez promis d'être là avec nous pour nous parler notamment des mesures ou encore des dispositions prises par le gouvernement haïtien pour prévenir toute introduction de l'Ebola en Haïti. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, Monsieur Théodore. C'est un plaisir d'être avec les auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices de radio et de Télémétropole. C'est fatigant finalement, c'est laborieux. Oui, c'est assez long, mais il faut quand même il faut le dire. Et avoir le genre. Tout à fait. Oui. Dr Carissa Etienne, good morning. Welcome to Haiti. Happy to be with you this morning. Bonjour, merci. Je souhaite un bon matin aussi et le PEP d'Haïti. Voilà, et avec vous, on va parler de la coopération entre l'Organisation panaméricaine de la santé et Haïti. So you understand? Yeah. OK. Encore une fois, merci au docteur Poncelet. Alors, d'entrée de jeu, on commence avec l'interview. D'abord, voyons, Madame la ministre, est-ce qu'on peut revenir sur la rencontre qui a eu lieu à Washington, c'était la semaine dernière. Et c'était une réunion consacrée à l'eau potable, l'assainissement, de manière à lutter contre le choléra. Un besoin chiffré ou encore estimé à 310 millions de dollars serait nécessaire dans la lutte contre le choléra et les bailleurs promettent plus de 52 millions, c'est ça? Est-ce qu'on est sorti satisfait, vous, autorités haïtiennes, d'avoir participé à cette rencontre? Oui, tout d'abord, ce que je devrais peut-être faire, c'est comme je l'avais fait de Washington étant, c'est la mise en contexte où le Premier ministre avait créé le comité de haut niveau, qui est coprésidé par Madame la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Honoré, et par moi-même. Et il a été fait un plan de travail. Et dans ce plan de travail, le représentant, je dirais, des Nations Unies, la personne de M. Ban Ki-moon, avait lancé une campagne d'assainissement total, si on se le rappelle, en Haïti. Et par rapport à cette campagne d'assainissement total, les Nations Unies se sont liées à la Banque mondiale, à l'Organisation panaméricaine de la santé, pour avoir une rencontre des bailleurs, pour leur présenter les piliers, je dirais, durables pour lutter contre les maladies hydriques, dont le choléra. Et c'est ainsi que nous avons eu cette rencontre d'une journée à Washington pour essayer de sensibiliser nos donateurs. Le budget prévisionnel était de 310 millions de dollars pour agir sur 16 communes qui sont représentées par les communes les plus touchées selon notre système de surveillance épidémiologique. Mais malheureusement, on a eu la promesse des 52 millions, comme vous l'avez si bien dit. 50 millions de la Banque mondiale et 2 millions et quelque chose du Japon, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour rendre cette campagne plus ou moins efficace sans la totalité du montant escompté? Bon, continuer avec les pourparlers, continuer à convaincre nos donateurs que c'est la voie la plus sûre pour arriver vraiment à réduire la morbidité et la mortalité due à ces maladies, dont le choléra. Je ne sais pas si je peux, sans vouloir embarrasser Madame Carissa Etienne, docteur Carissa Etienne, est-ce que l'OPS a un rôle à jouer dans cette lutte?
Well, so PAHO, OPSA, dans la santé. we are not an organization that gives money. Nous ne sommes pas We une are organisation qui technical finance, qui cooperation. donne du However, our financement, mais nous sommes une important organisation technique. preoccupation has been how do we improve water and sanitation. Notre coopération So we can technique, have c'est pour savoir sustainability comment on améliore in terms of prevention l'eau of et la cholera sanitation. and other diarrheal diseases. And in particular, we've been looking at water and sanitation En particulier, in healthcare facilities. nous sommes particulièrement préoccupés pour l'eau et la sanitation. In the definition of the 10-year plan for water and sanitation, and we have continued to support and work with the Ministry of Health. Nous appuyons le ministère de la Santé, donc premièrement à appuyer pour l'élaboration de ce plan à 10 ans et ensuite pour le réaliser. A technical organization. Nous sommes donc vraiment une organisation technique. Plus ou moins technique. Donc là, c'est pour le choléra et pour dans toutes les interventions de l'OPS sont techniques. Yes, all of our operations are technical cooperation. Effectivement, toutes nos opérations sont purement In techniques. addition, we do mobilize resources with the country. En plus de to ça, do specific programs, like nous the aidons MATS à mobiliser de program, l'argent Mama to Moon pour des program. projets tout à fait spécifiques, comme par exemple with the Maman et Ministry Timon en of santé. Health, we mobilized some $20 million. Nous avons mobilisé plus de 20 millions dans ce cas-là. Ok. Et je l'ai dit au début de l'interview, vous êtes à votre 3e visite en Haïti. Oui. Et de 2012, date à l'année à laquelle vous avez accédé à ce poste. Et pourquoi vous préconisez... En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de renforcement de la coopération entre l'organisation que vous dirigez et Haïti. Vous l'expliquez comment? Haiti is one of our priority countries. Haïti We have 8 priority est countries. un des but pays les Haiti plus is the importants, un highest pays de priority. priorité pour l'organisation. Since Nous avons 8 this is pays so, as the prioritaires. director of the organization, I give Depuis que je suis devenue directrice de l'organisation, j'ai donné vraiment une plus grande priorité au pays et j'ai fait un effort particulier pour voyager ici et avec mon staff de pouvoir travailler particulièrement avec Haïti. Haïti est classé parmi les pays prioritaires pour l'organisation. Pourquoi? Est-ce que c'est à cause du choléra ou à cause de la vulnérabilité à un certain niveau de ce pays? Déjà bien longtemps avant que le choléra entre en Haïti, Haïti était un pays prioritaire. Et il y a plusieurs critères. Le fait qu'il y a d'énormes besoins en santé, que les indicateurs sont bas. Donc c'est un pays vraiment prioritaire pour nous. Comment Haïti juge la coopération entre l'OPS, en fait avec l'OPS, je dirais? Je dirais que la coopération, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, la coopération s'est renforcée entre l'OPS et le ministère de la Santé. L'OPS représente le bras technique du ministère de la Santé et tout ce que nous faisons en termes de planification, que ce soit pour le renforcement du système, que ce soit pour l'offre des soins et services, que ce soit même pour les questions de plaidoyer à la recherche de fonds, l'OPS se trouve à nos côtés pour le faire. Vous savez que l'OPS est pratiquement un sous-ensemble de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, quelle que soit la réforme que l'on veut faire en matière de santé dans un pays, il faut toujours être sûr d'être accompagné par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour nous autres, en fait, c'est d'être accompagné par l'Organisation panaméricaine de la santé. Et techniquement, qu'est-ce que vous avez fait dans la lutte contre le choléra? So cholera, technically, we were involved with the Ministry of Health in Pour le choléra, donc nous avons appuyé également le ministère de la Santé. Nous avons également mobilisé des ressources. Nous avons canalisé certaines des ressources par des ONG. Nous avons également fourni des intrants. On n'était pas sur le terrain à vraiment donner et soigner des gens, mais nous aidions à organiser les soins de santé et à assurer que les services fonctionnent. On était le pont entre l'OMS et le ministère de la Santé.
Et donc, dans le cadre de l'appui au ministère, nous avons mobilisé 310 000 doses pour le choléra, de vaccins contre le choléra, pardon. Quelle est la situation en Haïti aujourd'hui? Pour le choléra? Pour le choléra. Aujourd'hui, pour le choléra, nous sommes pratiquement à la 41e semaine épidémiologique qui correspond du 5 au 11 octobre et nous sommes à 709 074 cas de choléra avec un nombre de décès cumulatif de 8 621 décès. Je dois vous dire que si on essaie de faire une comparaison entre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, il est sûr qu'il y a quand même une baisse significative du nombre de cas de choléra et du nombre de décès. Par exemple, pour les 3 dernières semaines épidémiologiques, nous avons eu entre 3 et 2 décès. Cette semaine encore, on en a eu 2. La semaine d'avant, c'était 3. La semaine antérieure, c'était 6. Et je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de la flambée que nous avons eue dans le plateau central. Donc, en réalité, il y a certainement un certain degré de contrôle de la maladie. Mais comme je l'ai dit souvent, ce sont des progrès encore fragiles tant qu'on ne prenne des dispositions pour avoir des actions durables comme l'accès à l'eau potable et les mesures d'assainissement. Sur les 310 millions escomptés, on n'a obtenu que 52. On n'est pas sorti déçu? Déçu financièrement, oui. Pourquoi ne pas le dire? Mais je crois quand même qu'il y a eu une opportunité, c'est de nous faire entendre et surtout que l'on ne nous oublie pas par rapport à l'Ebola qui est en train de prendre le dessus. Donc ça nous a permis de repositionner Haïti par rapport aux donateurs pour leur faire comprendre que le choléra est encore là, certainement qu'il faut traiter la question d'Ebola, mais ça va être extrêmement difficile pour des organisations internationales qui nous assistent, particulièrement pour les Nations Unies, de se retrouver en Haïti à traiter ces deux mots parallèlement. Donc, je pense qu'au point de vue sensibilité, au point de vue, comment dire ça, repositionnement d'Haïti par rapport à la lutte contre le choléra et contre les maladies diarrhéiques, je pense que le message a été très clair. Et est-ce que le chikungunya appartient au passé aujourd'hui? Plus de cas? Le chikungunya n'appartient pas au passé, mais le chikungunya a un avantage, c'est que nous avons eu beaucoup de cas de chikungunya. Certainement des cas qui ont été divulgués, qui ont été notifiés, voilà le mot, qui ont été notifiés au niveau de nos centres de santé, et d'autres cas qui n'ont pas été notifiés, mais il était très clair, comme je le disais toujours, qu'il y avait une grande partie de la population qui avait été atteinte. On continue à faire la lutte contre les vecteurs, la lutte antivectorielle, en agissant de préférence au niveau des communautés, surtout dans le cadre de la malaria, du programme de malaria. Donc ceci aide également à réduire le nombre de cas considérablement. Officiellement, on a recensé combien de cas? Officiellement, je ne me rappelle pas trop bien des chiffres parce que nous n'avons pas encore les chiffres de la 41e semaine. C'est à chaque semaine qu'on fait la mise à jour pour le chikungunya. Mais la dernière fois, nous étions à peu près à 80 000 et quelque chose de cas de notifiés. Des cas notifiés, ça veut dire des cas officiels? Des cas officiels. Officiels, c'est ça. Can I say something about chikungunya? Please, yes, go ahead. Quelque chose à propos de chikungunya. Chikungunya is a new disease. Le chikungunya est une nouvelle maladie dans cette région-ci. It came in December. Il est arrivé en décembre, premièrement arrivé en Saint-Martin, passé au territoire français d'outre-mer, et puis a continué à se répandre dans les Caraïbes. Il est atteint maintenant dans l'Amérique centrale et commence à affecter l'Amérique du Sud. Le nombre de cas a absolument été explosif, parce qu'en fait, il n'y a aucune immunité qui existe dans la population. Nous avons une très haute infectation dans toute la région, des moustiques qui sont présents. C'est donc quelque chose qui devait arriver. Et donc cette maladie s'est répandue extrêmement rapidement dans les pays. Donc jusqu'au moment où le nombre de cas de personnes susceptibles à la maladie diminueront, la maladie continuera à progresser.
And so people themselves have to take action to ensure they Donc c'est ça, les gens eux-mêmes, ils doivent prendre des mesures extrêmement actives pour assurer que le nombre de moustiques diminue, pour par exemple éliminer les endroits où ils se reproduisent. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a une expérience qu'on est en train de faire au niveau du Brésil, où on est en train de lâcher un type de moustique qui soit à même de détruire les autres moustiques femelles et ne donner que des mâles parce que ce sont les femelles Aedes qui pratiquement constituent le vecteur de la maladie. Donc c'est une expérience à suivre. Peut-être que dans de nombreuses années à venir, on aura un résultat par rapport non seulement au chikungunya, mais par rapport aussi à la malaria. Oh, très bien. Alors, on peut toujours se contenter de l'annonce que vous avez faite au moment où l'épidémie faisait rage. Et en Haïti, vous avez dit qu'une fois qu'on a contracté la maladie, donc on est immunisé. C'est ce que le docteur Étienne vient de dire. Oui, donc on est... Non, alors, moi, ce que je veux savoir, c'est le nombre d'années. Vous avez dit environ 10 ans, non? Beaucoup plus que ça, on parle d'une immunité à vie. Immunité à vie? Oui. Eh bien d'accord, ça c'est encourageant. Bon, maintenant on parle... Mais il faut être sûr que c'était ça. Il faut être sûr que c'était ça. Ok, d'accord. Maintenant, madame a parlé aussi du chikungunya comme étant une nouvelle maladie. Et en Haïti, on a fait l'expérience du choléra. Et le choléra n'était pas sur le sol haïtien depuis plus d'un siècle. Et en fait, au chikungunya qui est une nouvelle maladie, s'ajoute l'Ebola. C'est aussi une nouvelle maladie, madame. On l'a découverte en 1976. C'est ce qu'on a dit, pas vrai? 1971. 1971. C'est-à-dire 71, un peu plus tôt que ça. D'accord. Maintenant, on veut savoir comment doit-on se comporter, quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir l'introduction de l'Ebola en Haïti. Je sais qu'il y a des dispositions qui ont été prises par le gouvernement haïtien. Quel rôle votre organisation entend jouer aussi pour ralentir ou bien empêcher la propagation? Mais vous allez souffrir un peu, juste le temps d'observer la pause et on va revenir tout de suite après. You understand everything? Yeah. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dr Carissa Étienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, et Dr Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique, sont nos invités ce matin. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Spaghettia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, et bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis c'est qu'un Titoni, produit pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays.
nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Je rappelle nos invités aujourd'hui. Dr Carissa Etienne, directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, dans le cadre d'une visite officielle qu'elle effectue en Haïti. Once again, happy to welcome you to that show, Dr Carissa Etienne. Nous avons aussi la ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume, et avec nous sur ce plateau. La traduction simultanée est assurée par le Dr Jean-Luc Poncelet, représentant de l'OPS-OMS en Haïti. Docteur Guillaume, Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique. Aujourd'hui, on commence à s'inquiéter, à avoir peur, puisqu'on parle de la présence de l'Ebola aux États-Unis. Et pas besoin de dire que les gens haïtiens ont cœur sauté, même s'ils n'ont pas dit qu'ils en pile. Mais haïtiens cœur ont sauté parce qu'il y a une maladie qui a 97% de chance pour tuer. Il a tout près de la caille voisin, il y a un cœur sauté. En pile, le monde salue les dispositions qu'on a annoncées. D'ailleurs, de Washington étant récemment annoncé que en Haïti, on a renforcé les dispositions. Mais je dis là pour faire face à ça, à la maladie. Parce que quand même, si la pentrée, il y a moyen pour dépister, pour nous connaître que le monde a gagné, un tel gagne Ebola, un tel pas gagné, alors que le problème, c'est que on dit, c'est pas ça, que la période d'incubation durait jusqu'à 21-22 jours, docteur Florence Duperval-Guillaume. Qu'est-ce que ça a fait? Qui garantit, qui assurance aux haïtiens qu'il n'y a pas besoin de peur, qu'il n'y a pas besoin d'un gros cœur sauté? Bon, moi, bien content que vous traversez dans la langue créole là. Parce que ça traduit vraiment une sorte d'anxiété que tout le monde gagne. Oui, on peut tout parce que nous monde tout. Mais ça, comme je dit l'autre jour, on t'a dit que maladie pas garder figure monde pour les rentrer. Mais peur là, des fois, elle est capable positive. Ça me t'a souhaité vraiment, c'est que peur là positive. Parce que le par exemple, pour faire une prévention en matière de santé publique, c'est certainement responsabilité du ministère de la Santé publique pour guider l'action. Mais ce n'est pas seulement le ministère de la Santé publique qui peut prendre l'action qui est nécessaire pour qu'on arrive à prévenir une série de maladies, gens ça doit faire. Premier bagage que nous faisons, c'est que nous sommes ensemble avec, encore une fois, OPS et Center for Disease Control. Nous connaissons que c'est diagnostic Ebola, ce n'est pas un bagage qui est fait dans n'importe quel laboratoire jusqu'à présent. Puisqu'en dépit du fait que le docteur Etienne se dit son maladie qu'il a depuis 1971, mais les recherches, semble-t-il, n'est pas assez avancées pour être capable de permettre à tous les laboratoires de faire examen qui peut permettre d'identifier vraiment le virus Ebola. Donc, nous-mêmes, nous sommes pour nous voir trois aspects. En fait, pas de secret dans le bagage là. Ce n'est pas pour dire que son bagage haïtien a fait. Son bagage mondialement que OMS, CDC dit mais comment pour nous faire? Comment pour nous faire? Il y a trois étapes là-dedans. Il y a pré, ça veut dire pré-épidémique, ça veut dire épidémie pour venir, c'est ça, il y a pré, il y a prévention. Deuxième bagage là, c'est si jamais l'épidémie est à venir, ce que nous pas à souhaiter du tout. Pour qui ça? Parce que nous gagnons des faiblesses inhérentes, pas seulement dans le système de santé, parce que assez souvent nous sommes santé, mais inhérentes à l'environnement, inhérentes au contrôle de nos frontières, inhérentes au contrôle de nos ports, inhérentes même à culturel.
Côté chaque monde, par exemple, il y a un parent qui mourit, c'est pour embrasser parents, c'est pour boli, c'est pour ben, c'est pour tout ça, ça crée nous attacher avec mort. Nous attacher à mort et c'est vraiment un danger public. Excusez-moi, Madame la Ministre, raison que je me pose une question, peut-être un auditeur, un téléspectateur qui a dit pourquoi ça dit ça, alors que son maladie, pas une personne qui n'a jamais souhaité qu'une maladie entre dans le pays, qu'on doit pas évoluer. C'est parce que me demandé aux autorités françaises, même ils dit que ils paré, même s'il t'a venu, ils paré pour faire face à lui. Donc ça fait que je me demande pour ça. Non, en fait, pareil à tout le monde pareil. Tout le monde pareil sur papier. Parce qu'il faut que nous ne pas nous mentir non plus, non? Tout le monde pareil sur papier, mais c'est chaque fois qu'il y a plusieurs niveaux de développement à travers le monde. Il y a des pays qui sont extrêmement avancés, et malgré que vous parlez, où est toute mesure que vous obligé de prendre pour essayer de contrôler l'expansion Ebola. Il y a des pays qui sont moins avancés et il y a des pays qui sont extrêmement faibles socio-économiquement et au point de vue développement, au point de vue infrastructure, de tous ordres. Donc malheureusement, nous sommes là d'ailleurs. Donc parce que nous sommes là d'ailleurs, nous sommes obligés, des fois, à aller peut-être en surdimensionnant les mesures de prévention. Moi, j'ai entendu plusieurs fois qu'il y a des gens qui très salué de certaines dispositions que nous prenons, mais il y a d'autres monde qui dit que ce n'est pas ça pour nous faire, c'est tel autre gens. Parce qu'effectivement, nous sommes un peuple émotionnel, et je ne pardonne pas les gens qui pensaient que c'est ça pour nous faire, mais je vais faire un petit calcul mathématique avec nous. Nous vivons au tremblement de terre, nous avons 300 000 personnes de morts. Supposons que Ebola, vraiment, a rentré dans le pays, ça, ce que nous ne pas souhaité. Nous ne pas souhaité nullement. Non, un taux de mortalité qui varie entre 60 et 90% dans le pays tant qu'on pas mieux. Par contre, si nous parlons, pour nous 270 000 morts. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Supposons, après fait plus loin, supposons que nous gagnons quantité de choléra que nous gagnons qui 700 000 et plus. Fait 60 à 90% de morts pour combien de morts on a gagné. Il est 2 fois plus que le tremblement de terre. Supposons encore que nous connaissons qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a à peu près 234, on doit dire pour chaque 100 000 de médecins, 234 médecins pour chaque 100 000 habitants. Nous-mêmes, nous avons, l'homme prend 7, nous mettons sous 100 000, là, 7 pour 10 000, il y a à peu près 70 pour chaque 100 000 habitants. Or, les professionnels de la santé, c'est eux-mêmes qui sont plus à risque avec les parents des malades qui ont côtoyé pour les morts, etc. Donc, nous pouvons même faire une avancée qui est durable en matière de santé, ou penser que nous sommes capables de permettre peut-être nous perdus le peu que nous gagnons, qui sont 70 professionnels de la santé pour chaque 100 000 personnes. Donc, ce n'est pas une histoire simple ni une histoire banale. Que monde pas jouer avec ça? C'est pas pareil pour monde jouer. Donc, là, par exemple, nous étions, mais même moi, récemment, probablement, on va recevoir CDA, il y a un message qui nous sort du spot que moi fais à toute population. Premièrement, pour regarder calme, c'est vrai. Mais prévention, c'est une qui pouvait être sous l'autre et chaque monde fait avec toute conscience. Est-ce que Dr. Carissa va prendre créole? Oui, you understand Creole? Oh, ok. Maintenant, information qui intéresse Haïtiens aujourd'hui là. Ok, aux États-Unis, nous comprenons ça. Ou avant, c'est des chiffres qui vont être sautés, qui font mon envie trembler. Mais maintenant, qui gens monde contracté maladie ça? Moun pas contracté maladie ça dans l'air. Il pas ni dans l'air, ni dans l'eau, ni dans les sécrétions et pas en contact direct avec un malade. Ça veut dire que yo suggéré moun pour laver moun parce que si par exemple moun malade et que moun a transpiré ou capable prendre la sueur moun. Si moun par exemple tousser dans figure salive ou bien ou dans des embrassades intimes ou capable prendre. Et naturellement, je dois dire sécrétion qui plus virulente, c'est le sang. Parce qu'ils sont fièvres hautement hémorragiques, qui ont des hémorragies internes et des hémorragies externes massives, qui fait que personnel soignant qui est au contact de monde qui a tendance comme si tu es capable de manipuler sans monde, est beaucoup plus susceptible à prendre maladie. Donc, en même temps, c'est communication pour nous faire, pour tout le monde capable de comprendre de quoi il s'agit.
Oui, il faut avoir peur, mais il ne faut pas paniquer. Docteur, pour choléra, je me souviens qu'il y a une pile campagne qui était faite, campagne de sensibilisation et de conscientisation. Nous avons invité Mounio pour laver les mains chaque fois que nécessité à présenter. Pas besoin de retourner sur lui. Mais là, vous parlez de sécrétion. C'est-à-dire que c'est pas une question de laver les mains seulement. Et c'est aussi ou capable de prendre dans le la main. Oui. Ou imaginez ça qui a passé. Ou la main, ou mettez main dans la bouche, et sans pas laver, c'est un risque. Mais il faut que les gens malades. Là, est-ce que pas des paradigmes qui t'a obligé de rompre tout simplement, et, parce que nous sommes très sentimentaux tout, et nous aimons embrasser, nous aimons bailler la main. En imaginer par exemple 2 ou 3 personnes dans l'église, une question de la paix. Oui, mais ce que m'a dit vraiment, c'est que les gens capables de contaminer les gens, c'est leur, par exemple, de commencer à avoir des symptômes. Supposons que ou là, ou beaucoup de la fièvre, ou il y a 15 symptômes. Alors pendant la période d'incubation, on ne peut pas contaminer les gens. Non, ça veut dire que pendant la période d'incubation, 21 jours là, au moins, on ne peut pas contaminer les gens. Bon. Mais quand on commence à avoir des symptômes, que le virus commence à passer dans la sécrétion. Donc, laissez-moi prendre la caille ou le ça. Bon, ce n'est pas la caille pour être. L'hôpital. Il faut aller chercher, côté que vous dit pour aller dans le pays qu'il y a, ici en Haïti, vous dit qu'il faut courir les laboratoires nationaux de santé publique pour que vous soyez capable vraiment de prendre pour mettre en quarantaine, ne pas arrêter la caille. Ok. Ou bien préciser, vous dites quarantaine. Ce n'est pas tout simplement aller à l'hôpital et puis entrer là pour l'autre monde qui a un petit malaria ou un petit chikungunya ou un autre bagage. Non, ou pas bailler l'autre monde comme ça, puisque il faut que vous collé avec vous pour venir bailler. C'est ça que fait ces professionnels de la santé. Oui, c'est ça me dit. Parce que moi, je vois qu'il y a un pile de monde qui est affecté, c'est des monde qui c'est personnel de la santé. Que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis. Je parle de non-4 au Bruxelles, je dis. Donc, c'est personnel de santé. Je crois même qu'il y a une grève qui a fait aux États-Unis. Bon, pas au courant de grève. Bon, pas au courant. Journaliste à nous. Et... Ce que je voudrais dire ici, pour mettre ça dans le contexte. Nous avons une épidémie d'Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Ça, c'est l'endroit où se trouve l'infection. La seule manière d'être exposé à cette maladie, c'est si quelqu'un qui a été infecté par l'Ebola dans ces pays-là vient pour nos pays. Et donc, ça ne va pas se répandre comme un feu de forêt. C'est pour ça qu'il faut prendre les mesures de précaution. Au port d'entrée, il faut surveiller ce qui se passe. Est-ce que vous êtes venu de ces pays, du Libéria, de Sierra Leone, de Guinée? Donc, à ce moment-là, il y a un risque d'être exposé. C'est ça qu'il faut donner comme information à tous ces gens qui voyagent, de manière à ce qu'ils prennent leur température et que s'ils en ont, ils doivent absolument rapporter aux autorités sanitaires. Pendant ce temps-là, vous devez prendre des mesures de précaution, de vous laver les mains, etc. C'est une probabilité vraiment très petite, mais il faut être prêt à ce genre de situation. Parce qu'une fois que ça se passe, à ce moment-là, donc c'est l'autre mesure, c'est de travailler avec le pays, s'assurer que tout le monde soit préparé dans ce genre de situation, pouvoir tracer et retrouver les contacts. Mais les chances que nous ayons l'Ebola dans un de nos pays et que les gens vont l'avoir dans nos pays est une probabilité vraiment très petite, mais il faut quand même prendre toutes les mesures de précaution. Donc nous devons commencer à parler aux communautés pour ne pas rentrer en panique. Ce n'est pas comme le chikungunya qui va se répandre extrêmement rapidement. Mais il faut informer la population que le gouvernement prend les mesures de précaution pour identifier ces gens qui sont infectés potentiellement et de s'assurer que s'il y a un cas ou une rumeur, il faut absolument les contenir. Donc nous devons travailler avec l'immigration, avec les douanes, nous devons travailler avec les travailleurs de la santé et travailler avec les communautés.
de manière à ce que s'il y a un cas qui est introduit dans la communauté, les gens savent comment pouvoir y répondre. Il faut absolument important qu'on ait le calme de la population. Oui, en fait, ça, docteur Etienne dit, je ne vais pas répéter encore, mais peut-être que comme représentant c'est en français de parler, je vais peut-être dire qui j'ai voulu. C'est pour nous garder calme. Ce n'est pas même bagaille à choléra, ce n'est pas même bagaille à chikungunya. Maintenant, qui ça nous-mêmes au niveau gouvernemental nous fait? Nous voyons qu'il y a plusieurs notes qui sortent. Nous travaillons très étroitement avec les Nations Unies. Moi, il y a des gens qui ont dit que il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui sont en Guinée. Ce n'est pas vrai. En disant l'autre genre, excusez-moi, ça ne va pas l'interrompre. Et que ça a exprimé par le fait que les Haïtiens connaissent qu'il y a un ministre, qu'il y a un casque bleu, qui est là, même genre choléra a été introduit et que quelqu'un qui a fait que c'est ministre. Je pense que nous sommes capables de gagner des Africains qui, dans la rotation qu'on a faite, et puis arriver en Haïti avec. Donc, il y a une question pour ça. Donc, question c'est après, est-ce que, qui genre collaboration y est entre autorités, mission onusienne en Haïti et vos autres autorités haïtiennes? Une collaboration extrêmement étroite. Nous avons un comité qui est constitué, qui est là dans les OPS, représentant de l'OPS, le docteur Poncelet, qui est là dans les monsieur de Clerc, qui est là dans les représentants MINUSTA, qui est là dans les représentants MSF, qui est là dans les GESCIO, qui est là dans le CDC. Et nous chita vraiment, presque dépendant des cas, parce que là nous avons fait préparation, nous chita plus souvent. Nous chita vraiment au moins une fois par semaine pour nous voir les cas spéciaux. Ça veut dire que si par exemple il y a rotation, jusqu'à présent, on doit dire que l'homme chita avec mon ministère, il a montré exactement les gens qui rentrent, comment ils sortent, il a montré les mesures qu'il prend. Et ce sont des mesures, moi, je dois dire, qui doublent par rapport à aller dans l'autre pays, justement, parce que nous avons une histoire de choléra. Donc, il faut non seulement un certificat sanitaire que vous avez dans le pays côté la sortie, qui n'est pas forcément l'Afrique. Ça sont des décisions que les Nations Unies prennent globalement pour Haïti. Mais leur entrée en Haïti, ils refait encore à partir de professionnels de santé qui ont dans MINUSTA, nos certificats de sécurité. Donc, ce qui veut dire que autant que possible, essayer d'éviter rotation, et deuxièmement, si jamais il y a des gens qui viennent, il y a toute une démarche sanitaire que vous suivez avant de venir. Bon, naturellement, excusez-moi, madame. Probablement, comme c'est même qui dit, nous avons peut-être, peut-être un doute, pour qui ça nous a un doute, mais cacher ça, parce que finalement, en bout de chaîne, qui est-ce qui va payer? C'est nous autres, c'est mal fait. Non, alors, il y a une question de rotation, tout parce que vous connaissez, rotation est presque systématique, bon côté MINUSTA, donc c'est chaque 6 mois, on va aller. Systématique. Non, pas systématique, c'est dans le meilleur cas, dans les meilleures conditions de température et de pression, si je me comme ça. Mais une situation pareille que nous vivons, vous imaginez que catastrophe a commencé par y pour les Nations Unies pour rentrer avec des gens qui ont une infection à Ebola. Non. Pas même imaginer ça. Pas l'imaginer. Non, pas imaginer. Donc pour cela, nous-mêmes, nous faisons travail, nous chita avec eux. Et en toute bonne foi, je suppose que nous n'avons pas de doute avec des partenaires que nous gagnons. Nous chita avec eux et en toute franchise et en toute honnêteté, voilà ça qui est arrivé si tout le monde passe sincère dans ce qu'il a fait. Donc, en essayant, premièrement, éviter les rotations. Et je dois garantir que les rotations sont évitées. Jusqu'à présent, il y a 46 personnes de ce que je sache qui sont dans le pays, à travers les agences des Nations Unies qui viennent de l'Afrique. Alors, qui ne sont pas venus de l'Afrique. Ok, l'on dit Afrique, est-ce que là, on a parlé de pays affectés au Sierra Leone? Non, on a parlé de l'Afrique en général. En général. De l'Afrique en général. On va connaître s'il y a des gens qui sont originaires de Guinée, de Libéria, de Sierra Leone. On va connaître. Moi, pour être honnête, dans la liste que tu as pour moi la dernière fois, qui, si je ne me trompe pas, c'était peut-être 3 qui sont sortis dans le pays. Mais ils sont sortis dans le pays bien avant, ce n'est pas pour tout qui est flambé ça. Vous comprenez? Donc, ils sont là en Haïti depuis longtemps. Ils ont intérêt. Même ils n'ont pas intérêt à aller. Au contraire, si ils ont besoin de prendre des vacances avec leurs femmes, ils ont de leur hôpital dans le pays intermédiaire au lieu pour aller. Mais, je dois dire, depuis que nous commençons avec flamber ça, qui doit dire qui remonte peut-être à avril-mai,
on n'a pas eu de mobilisation de ces pays vers nous autres en termes de MINUSTAH. Maintenant, on a parlé de prévention. Qui nous verrons gagner sur question vaccin ou encore médicaments contre Ebola? Bon, nous tout étendons que tu as un sérum, il n'y a pas encore de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Tu as un sérum et tu as des médicaments qui à l'essai. C'est bien doit dire ça sur certains patients. Nous-mêmes, dans hier, que une expérience que vous faites, vous prenez un patient qui a Ebola qui guérit et puis vous fait transfuser l'autre patient infirmière là qui t'a soigné là. C'est pour vous justement parce que une question d'immunité qui joue là-dedans. Comme les gens qui viennent guérir, ils ont une immunité. Ils ont même parlé de 10 ans. Alors, par contre, comme je cherche pas trop avancer, ou pas qu'on le cas plus que 10 ans. Donc, ils prennent 100 personnes pour bailler l'autre monde qui est infecté, pour voir si ça peut aider à balancer, n'est-ce pas, la multiplication virale là et augmenter l'immunité face à virus. Donc, ce sont des choses scientifiques qu'il y a fait. Oui, mais jusqu'à présent, malgré tout, il y a des gens qui sont il n'est pas efficace. Il t'a dit qu'il n'est pas efficace sur tout le monde. Non, mais il n'est pas jamais capable d'efficace. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas correctes. Il n'est pas jamais capable d'efficace sur tout le monde, puisque le bagage là à l'essai. Le bagage à l'essai, il y a un pourcentage qui marche ou un pourcentage qui ne pas marché. Ça, n'a souhaité, c'est que la recherche a fait rapide pour que à l'essai, au moins nous sûrs de quel pourcentage qui ne pas marcher là-dedans et que progressivement, les réduit considérablement. L'idéal, c'est d'avoir un vaccin. Mais il y a étudié les questions de vaccin, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin. Donc, c'est nous-mêmes humains qui pourraient résilier pour nous prendre des dispositions sérieuses à tête nous. Par exemple, il y a des gens qui disent que ce n'est pas pour ne pas empêcher les gens d'aller dans le pays. Mais si ne pas empêcher les Haïtiens d'aller pour tourner tout. Donc, le meilleur bail là, c'est pas quitter l'aller pour le tourner, pour ne pas même obligé de tourner, puisque le va aller. Donc, même pas de chaîne dans le monde. C'est-à-dire que là, je fais appel à vraiment la bonne foi de tout chacun. Par exemple, si on prend un avion ou à Miami, ou pour un ticket pour Presse Miami, l'arrivée Miami ou pour l'autre ticket Miami, tel bas, on ne peut pas connaître. C'est ça. Docteur Carissa Etienne, les États-Unis, président Obama, et tu dis il y a une semaine qu'il estimait que la communauté internationale n'a pas fait assez, pas fait suffisamment dans la lutte contre le choléra. Contre l'Ebola. Yeah. Parole était relayée par le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, secrétaire d'État américain John Kerry. Et quelle réaction au PS qu'a gagné par rapport à une telle remarque du président américain? Il faut se rappeler que l'épidémie d'Ebola a commencé en Afrique, Sierra Leone, Guinée, et depuis septembre. C'est seulement en mars qu'il était reconnu comme un problème d'importance internationale. Donc, à ce moment-là que l'Ebola commence à se répandre rapidement. L'Ebola s'est répandu dans les pays dans lesquels le système de santé est extrêmement faible. Et tous ces systèmes de ces pays-là sont vraiment très très faibles. Et donc très rapidement, ces systèmes ont été dépassés par le nombre de cas. Donc, quand il y a très peu de cas, il y a une possibilité de le contrôler. Et donc, il faut s'assurer que toutes les mesures préventives soient mises en action dès le début. Dans les Amériques, nous sommes en train de prendre une série de mesures pour s'assurer que si jamais il y a un cas qui soit introduit, que le système de santé soit préparé. Nous avons en général un système de santé qui est plus fort. Et donc, nous travaillons avec une série de partenaires de manière à ce que les pays soient le mieux préparés possible. L'Organisation panaméricaine travaille avec nos pays et tous les points focaux dans ces différents pays. Et profitons aussi du travail qui a été fait depuis 2005 pour préparer les pays à ces épidémies. En plus de ça, nous allons envoyer une mission dans tous les pays. Nous avons déjà envoyé une mission en Haïti et il y en aura d'autres qui viendront pour assurer que les préparations soient faites, voir l'évaluation de ce qui se trouve dans le pays et assurer que le pays soit préparé. Mais il y a toujours des erreurs humaines qui sont possibles.
Et c'est ça qu'on met en évidence, qui pourrait expliquer pourquoi cette infirmière en Espagne et à Dallas se sont infectés. Il faut vraiment enfermer nettement mieux le personnel de santé. Il faut s'assurer que ces gens savent comment mettre les vêtements de protection et les enlever correctement. C'est pas simple. Maintenant, on a retourné sur l'objectif visitoire en Haïti. Donc, ma visite en Haïti est une visite de routine, une visite officielle, où je rencontre les officiers du ministère de la Santé et je rencontre également une grande partie de mon staff, de manière à assurer que la coopération que nous fournissons en Haïti soit adaptée au pays et assurer qu'on peut améliorer la situation de santé dans le pays. Mon message est un message essentiellement de félicitations au ministère de la Santé ainsi qu'au gouvernement, car nous pouvons voir une amélioration significative de la santé en Haïti. On voit que la mortalité maternelle a diminué, la mortalité infantile a diminué. La plupart des personnes qui vivaient sous tente maintenant ont trouvé un logement. Le staff du ministère, du gouvernement sont prêts à trouver des nouvelles manières, de manière à assurer que la santé soit accessible à tout le monde dans le pays. Donc, nous sommes vraiment très très contents de voir les progrès qui ont été faits par le ministère et je voudrais que la population haïtienne sache ces progrès qui ont été réalisés en Haïti. Actif, ministre de la Santé, ainsi les choses se sont améliorées. Donc, comment une réaction sur ça? Bon, très sincèrement. Le docteur a dit que les Haïtiens doivent connaître qu'il y a un progrès qui a fait en Haïti, les choses vont améliorer. En quelques secondes, nous avons une réaction rapidement. Bon, réaction, c'est que en général, nous prenons plaisir à ça qui pas marcher. Haïtien? Oui, y compris même toi haïtien. Nous pensons qu'il faut que nous commencions à avoir un changement de comportement. Toujours été positif, parce que il y a des bagages qui apparaissent tout bizarres, qui apparaissent tout difficiles, et puis c'est peut-être là-dedans qu'on peut jouer une solution définitive là. Donc, je voulais dire tout est haïtien, c'est vrai, pas paniquer, essayer de gérer l'anxiété, crainte que vous ayez transformer en énergie positive pour être capable d'aider nous faire prévention que nous avons souhaité. Et deuxièmement, si jamais que yon bagay t'arrive, que nous avons une situation, que nous avons même l'impression que c'est un cas, nous dit, nous n'avons aucun intérêt pour nous cacher rien pour la population, parce que nous n'avons rien que nous sommes capables de faire en matière de santé publique pour compte nous à l'intérieur des murs de ministère. Madame la ministre, bon, normalement, au cas où nous arrivons dans la fin de l'émission, bien que nous pas souhaité arriver là, mais en question était en question, et nous sommes obligés de tenir compte de lui. Et une auditrice ou bien un auditeur qui dit, comment on gère un mort Dieu à Ebola? L'homme qui mourit d'Ebola, professionnel de la santé encore, prend tous les moyens pour éviter une contamination. Malheureusement, pas de affaire de famille, ils viennent pleurer sous mort, pas de comme ça, on brûle tout simplement le cadavre. Sans aucune forme de procès. On brûle le cadavre et on brûle tout ce qui était aux environs du cadavre et qui a été en contact avec ce dernier. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Ou enterrer ou pas? Ou enterrer, ou pas bailler sans nous. Mais pas, c'est pas dans le cimetière à la veille? Ou pas dans le cimetière? Non, pas dans le cimetière enterrer. C'est pour l'embouler, c'est pour détourner. C'est incinération. Donc, pas question de funérailles dans l'église, comme ça? Non, on va faire funérailles là, spirituellement, virtuellement, avec la personne à penser. On va bien la personne en face de vous. Pas bien exposer non, le cadavre? Non, pas exposer. Pas ça, dans la gestion du cadavre d'Ebola. Ok, donc, bon. Ça doit être très clair. Oui. Et pas question de bain mort, tout. Non, nous pas dans bain. Nous pas dans bain. Nous pas dans bain. Tout ça, on a fait spirituellement
Et monsieur que ça mon là dedans bon Dieu ou autre chose, la comprendre que c'est pas votre personne parce que c'est justement pour éviter la décimation de toute une population. Madame la ministre, son gros travail oui qui t'a dû faire là. Mais oui, mais c'est ça l'obligé faire oui. C'est son obligé faire. Il y a rapporté que grand peu le monde que choléra tué dans le même sens. C'est justement ça. Dans ben mort et dans beau mort et puis tout le monde prend. Non, changement de comportement pas facile. Faut que nous pas tête nos illusions et c'est ça que fait sur ce point je dois dire moi un bon allié en la personne de Dr Etienne qui comprennent ça veut dire les programmes communautaires parce que sans programme communautaire dans un pays comme Haïti ou pas jamais capable de faire prévention t'as souhaité ou pas jamais capable de changer les comportements et moun ou d'autres attitudes qui plus bon pour santé. Moi crois que nous disons tout bagage aujourd'hui. En partie, même ce que nous avons rencontré pour nous continuer à faire le point sur la question d'Ebola, c'est important. Merci, madame. What could be your last word? My last word is Maintenant, c'est de reconnaître que les gens d'Haïti ont amélioré, la santé améliorée. L'Ebola est une menace, mais nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le gouvernement d'Haïti ait pris les mesures. C'est pas le choléra, c'est pas le chikungunya, et donc toutes les chances sont vraiment extrêmement faibles que l'Ebola atteigne le pays. Merci encore une fois. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté d'être avec nous comme promis. Merci docteur et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La ministre de la Santé, Dr Florence Duperval-Guillaume, est notre invitée, accompagnée ce matin de la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé OPS, Dr Carissa Etienne. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci d'avoir tout noté et d'avoir tout retenu. Merci. Rendez-vous demain et passez une bonne journée avec Métropole. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.